Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour et bienvenue à Génération Oui, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a encore un invité très spécial. On vous a déniché tout qu'un indépendantiste pour parler de la Fête nationale du Québec, mais aussi plus largement de la politique québécoise et de l'indépendance. Donc voilà, j'ai hâte de vous le présenter, mais juste avant, David, tu vas nous parler de notre partenaire publicitaire. Oui, Louise Chabot, députée de Thérèse de Blainville pour le Bloc québécois. Parce que vous savez, les partenariats, ça nous permet de poursuivre nos discussions, les réflexions qui émanent des enjeux qu'on traite au niveau de l'indépendance. Aujourd'hui, c'est Louise Chabot, donc, comme j'ai dit, députée du Bloc dans Thérèse de Blainville. Donc, on remercie énormément Louise. Vous pouvez la suivre directement sur ses réseaux. Ils vont être en description autant sur YouTube que sur Spotify ou autre application audio si vous l'écoutez. Et en même temps, si ça vous intéresse un peu plus les questions au niveau de l'assurance-emploi, l'équipe de Louise ainsi que son équipe donc, ont développé une sorte de réforme globale sur l'assurance-emploi. Donc, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, on aura également des liens pour accéder justement à ces propositions de réforme globale. Donc, merci beaucoup à Mme Chabot pour nous permettre de poursuivre à nouveau pour cet épisode nos discussions sur l'indépendance. Oui, effectivement, merci beaucoup. Puis, si vous nous découvrez, si vous apprenez à nous connaître avec cet épisode, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Abonnez-vous parce que ça nous permet de grandir, de faire connaître notre podcast à un plus grand nombre de Québécois et de Québécoises. Et ainsi, on fait la promotion de l'indépendance. Donc, on va convaincre plus de gens de l'indépendance. Donc, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Puis, vous pouvez aussi partager, commenter, aimer la vidéo, aimer le podcast. Ça va vraiment beaucoup nous aider. Donc, voilà, on se retrouve avec Frédéric Lapointe. Ça va bien? Ça va bien. Donc, si je te présente, Frédéric, tu es né le 16 mai 1973 à Rouyn-Noranda. Oui. À Sherbrooke, mais j'ai grandi à Rouyn-Noranda. Voilà, merci de la correction. Tu disposes d'une formation universitaire pluridisciplinaire en sciences de l'éducation, en psychologie, démographie et statistique. Dans les années 90, tu t'es impliqué dans les mouvements étudiants, dans la FEUC, la FEC, je pense aussi, oui. Et dans des partis politiques, on va pouvoir y revenir. En 2011, tu as participé à la fondation de la Ligue d'action civique qui avait pour mission de rétablir un certain sens de l'éthique chez les élus en encourageant les citoyens et les citoyennes à s'impliquer davantage en politique municipale pour combattre les malversations et la corruption. Exact. On se rappelle, c'était tout avec le scandale, tous les scandales de la corruption. Puis, tu as été candidat pour le Parti québécois en 2018 dans la circonscription de Maurice Richard. Maintenant, tu es président du Mouvement national des Québécoises et des Québécois. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Donc, je te laisserai, David. Oui, on est sur un bloc plus toi, tes réalisations, ton parcours. Ton parcours est surtout marqué par la politique. Fait que j'aimerais te demander au niveau surtout implication, si tu devais utiliser 3 mots en fait pour décrire ta relation avec l'environnement politique, toute la scène politique, ça serait quoi les mots et pourquoi? Autant vague, tu les expliques après. Vocation, gratuité, gagner. Ce serait les 3 mots. Vocation au sens où, depuis, avant même que je sois adulte, pour moi, il était assez clair que je m'y consacrerais tout le temps. C'est-à-dire que c'est le sens du terme vocation. La vocation était facile à avoir au début des années 90 pour toutes sortes de raisons que l'histoire nous enseigne. Bon. Gratuité, je n'ai à peu près jamais, pas mal jamais, fait de politique alors que c'est mon emploi. J'ai un emploi en dehors de la politique qui est à l'Université de Montréal. Et ça me permet d'en faire, et c'était un projet. J'ai toujours considéré qu'on ne pouvait faire de la politique complètement libre et complètement vraie que si on n'avait pas à en vivre. Ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça changera peut-être. Ça aurait pu changer en 2018. Bon, les électeurs ont décidé autrement. Et donc, tout ça se fait dans la gratuité. Et je crois que j'ai dit gagnant pour le dernier. Bon. Comment est-ce qu'on peut rester motivé
au fil des décennies, à rester à la fois dans la vocation et dans la gratuité, il faut réussir. Il faut gagner. Et gagner, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. Hein. Ça peut vouloir dire, quand j'étais président de la Fédération étudiante collégiale, avoir une influence sur la réforme des cégeps, empêcher la taxe à l'échec, préserver les cours de philosophie, avoir, et j'en suis pas peu fier, la bonne idée de répartition d'autonomie entre les programmes préuniversitaires, hein, qui à l'époque étaient dictés par le gouvernement, et les programmes techniques que le gouvernement a choisi de laisser plus libre. C'était dans notre mémoire à l'époque, et c'était des étudiants de cégep qui avaient pensé à ça, puis c'est exactement là où le gouvernement est allé, et ça a changé les choses. Donc, et c'est la même chose sur la corruption, c'est la même chose sur les clauses orphelins, je me suis impliqué là-dedans également. Et donc, quand ça marche, on garde la motivation, et franchement, c'est le meilleur des salaires lorsqu'on réussit à influencer le cours des choses par la politique. Je trouve ça très intéressant, particulièrement le mot « gagner ». Jacques Parizeau en parlait beaucoup par rapport au mouvement indépendantiste. Il critiquait un peu le mouvement indépendantiste, des fois, d'avoir un esprit de loser, d'avoir peur de perdre. Puis, on nous enseigne aussi beaucoup l'histoire sous l'angle de la défaite, hein? La défaite des Plaines d'Abraham, toutes les défaites qui ont suivi, les défaites des Patriotes aussi. Puis je pense que c'est le goût de la victoire, puis démontrer que le oui peut gagner. C'était d'ailleurs un slogan en 1995 en trame de fond. C'est vraiment intéressant ce que ça porte là, en politique, justement, le goût de gagner. Oui, et je pense que notre regard sur l'histoire gagne à être renouvelé. Et je suis à la bonne place pour ça. Hein. Au Mouvement national des Québécois, on fait la promotion de toutes sortes de choses, mais notamment de l'histoire et de la fierté. Et je pense que faire l'histoire, mais une histoire dans la honte, hein, dans le récit des défaites, ce n'est pas une façon optimale de faire l'histoire. Alors, j'aurais peut-être un petit rôle à jouer là-dedans, dans le changement de perspective de l'enseignement de l'histoire, mais c'est vrai qu'on peut regarder notre histoire autrement que sous l'angle de défaite. Même si on regarde la fin de la Nouvelle-France, la guerre de 7 ans, et un de mes hobbies, c'est d'acheter des vieux livres, des livres du 19e siècle, là, des sources premières. J'ai, par exemple, presque l'intégrale des échanges de correspondance entre les généraux, la cour de Versailles, les commandants sur le terrain, durant la guerre de 7 ans. Là, les lettres, ce n'est pas les originaux, c'est une édition des originaux, mais ça permet de rentrer dans la peau de ces gens-là pendant qu'ils sont en train de vivre, ce qui est l'équivalent à l'époque d'une Première Guerre mondiale. Hein. Ça se bat en Inde, ça se bat en Méditerranée, ça se bat en Amérique du Nord, ça se bat partout. Et le récit de la guerre de 7 ans, c'est un récit où, au contraire de ce qu'on enseigne à l'occasion, il y a eu un investissement de la France, il y a eu des victoires extrêmement importantes en Amérique du Nord. Et pour vrai, quand on porte un deuxième regard là-dessus, l'Angleterre, pour réussir à emporter la mise en Nouvelle-France, ils ont dû commettre un niveau de ressources tel, avec un degré d'incertitude tel, qu'ils auraient pu perdre et tout perdre. Hein. La France, en parallèle, préparait l'invasion de l'Angleterre, et même en gagnant, hein, on le sait, les coûts de l'invasion les ont amenés à taxer les États-Unis, qui ont finalement fait leur indépendance à la suite de notre défaite. Donc, je pense qu'on doit réintroduire un sens de la victoire, même un sens du grandiose, et voir que tout petit peuple nous semblons être, on peut avoir une grande influence sur le cours des événements. On le fait alors qu'on était très peu nombreux à cette époque. On peut le faire encore aujourd'hui et s'en inspirer et ne pas considérer que nous sommes d'éternelles victimes, que nous sommes impuissants politiquement. Évidemment, c'est plus facile lorsqu'on a gagné en politique de dire que c'est bien de gagner, qu'il faut gagner. J'ai ce privilège-là. Mais je pense que dans le discours, il est important d'encourager les gens à y croire. Et aussi, à l'occasion, mais dans des limites morales que j'ai eu à visiter moi-même comme organisateur politique, dans certaines limites, faire ce qu'il faut pour gagner. Hein, identifier les conditions nécessaires pour gagner, mettre les efforts, mettre les ressources, avoir la bonne attitude, se mettre dans une situation d'inconfort. À l'occasion, pour gagner, il faut tolérer des choses qui ne nous plaisent pas. Hein, il faut élargir l'attente. Enfin,
des sujets qui Qu'on ont pourra été voir, visités par quelques personnes au cours des dernières années. Oui. C'est très intéressant. Puis d'ailleurs, si les gens, ça les intéresse, on pourra peut-être te réinviter pour parler de ces livres-là plus Ah mon Dieu, spécifiquement. je pourrais vous garder 1 heure de temps juste sur l'œuvre de Champlain, là, parce que j'ai lu l'intégrale de Moi, ça ses m'a- rapports de la Nouvelle-France. Fantastique. Vacation. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ça appartient aux gens. Si ça vous intéresse, commentez sous la vidéo YouTube, puis on pourra te lancer l'invitation. Si on revient à plus récemment, quand tu as commencé à t'impliquer en politique en 1989, Oui. tu as adhéré au Parti libéral du Québec en tant que souverainiste. Peux-tu nous Oui. en dire plus là-dessus? Alors, c'est particulier. La commission jeunesse, c'est comme ça qu'elle s'appelle toujours d'ailleurs, recrutait chez des assez jeunes, hein, 16 ans à ce moment-là. Et pour être bien honnête, c'est mon voisin d'en arrière qui m'interpelle. Il me dit on s'en va à Sherbrooke, puis il va y avoir de la boisson gratuite. On part toute la fin de semaine. Bon, ouais, OK, c'est quoi? C'est le Parti libéral? Pas sûr. Je vais en parler à mon père. J'ai 16 ans. Je n'ai pas fait ça souvent par la suite. Mais là, je l'ai fait. Puis mon père me dit va donc voir. Hein, va donc voir. Ça vaut la peine d'explorer. J'y vais. Et finalement, c'était à la hauteur de sa réputation. On partait de l'Abitibi. Tout le monde était ivre dès le parc La Vérandrie. Puis j'étais, franchement, dans l'autobus. On avait un autobus pour tous les jeunes de la région de l'Abitibi. J'étais, franchement, le seul à avoir le cahier de proposition dans les mains et à prendre des notes sur les différentes résolutions, pour, contre, tout ça. Hein. À 16 ans, j'avais la piqûre assez jeune. Et la particularité de ce congrès-là, c'est que ce n'était pas celui où les jeunes libéraux ont pris le virage souverainiste. OK. C'est arrivé à la suite de l'échec de l'accord du lac Meach, mais en 89, on est encore dans l'espoir de Meach. Et lors de ce congrès-là, où il y avait Michel Bissonnette, qui a été élu, il y avait Mario Dumont également, qui traînait, était un peu dans les subalternes, c'est l'un des congrès où Robert Bourassa jouait la carte nationaliste. Alors, ça a des échos avec ce qu'on vit en ce moment, avec les libéraux qui cherchent leur identité. Et je me souviens d'avoir assisté à la fin. Hein, il y a toujours un discours là, à la fin du chef du parti où tout le monde est à moitié ivre de la veille. Hein, donc, l'esprit critique, pas nécessairement à côté au plafond. Donc, ils se font distribuer des petits drapeaux du Québec. Hein, puis tout le monde est là, drapeau du Québec, mais bon, il reste que c'est un discours éminemment fédéraliste qui est tenu par le premier ministre, mais tout le monde dans la salle associe drapeau du Québec, Robert Bourassa. Bon, donc, sur le plan de l'image, il l'avait joué comme ça. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai 16 ans, je suis très critique, vous l'avez vu, je griffonnais déjà le cahier de proposition en partant pendant le party. Moi, j'ai vu ça, je suis parti. Comme, non, moi, ce contraste-là entre me mettre un drapeau dans les mains, profiter du fait que tout le monde est ivre, la manipulation entourant le congrès politique, les ateliers qui n'étaient pas des vrais ateliers de discussion, mais qui étaient des ateliers d'endoctrinement. Non, ça m'a passé le goût de la commission jeunesse du Parti libéral. Puis à cette époque-là, déjà en 89, j'étais souverainiste. Donc, serais-je resté que l'année suivante, lorsque Michel Bissonnette et Mario Dumont, à sa suite, amènent la commission jeunesse dans le camp souverainiste, si j'étais resté 1 an de plus, qui sait, je serais peut-être resté avec ces gens-là dans l'aile jeunesse du Parti libéral. Mais c'est pas comme ça que ça s'est produit. C'est ça, parce qu'on le rappelle pour les gens à la maison qui ne l'ont peut-être pas vécu. Nous, on ne l'a pas vécu, David et moi, mais on se l'est fait enseigner. Mais l'accord du lac Meach, ça visait à ramener le Québec, au fond, au sein de dans l'honneur et l'enthousiasme, comme disait Brian Mulroney, dans le giron constitutionnel canadien, en reconnaissant le Québec comme une nation, en lui accordant plus de pouvoir. Ça l'a... pas passé. Ça n'a pas passé. Exact. Je crois que l'essentiel a été signé en 1987, que ça a été arraché avec d'âpres négociations. Et si mon souvenir est bon, même le premier ministre de Terre-Neuve ne voulait pas signer, mais le premier ministre de l'Alberta, qui est un joueur de football d'une certaine stature, lui a bloqué le passage, l'a physiquement saisi et l'a rassis dans une chaise jusqu'à ce qu'il signe. Alors, pas sûr que ça passerait en 2023, mais il semble qu'en 1987, entre premiers ministres, derrière des portes closes, ça se passait. Mais par la suite, donc, avec la réaction notamment des Autochtones, de Pierre Elliott Trudeau, certaines provinces sont revenues sur leur promesse de ratifier l'accord du lac Meach, qui contenait 5 conditions essentielles pour la réintégration ou l'intégration du Québec dans la Constitution. Eh bien, dans un déroulement dramatique, à peu près autour de la Saint-Jean-Baptiste du 24 juin 1990, mais l'accord est
tombé. Et là, une vague souverainiste s'est levée au Québec, laquelle a presque emporté le Parti libéral lui-même. La Commission jeunesse, certainement, mais même les militants seniors au Parti libéral envisageaient la rupture d'avec le Canada. Et Robert Bourassa, on s'en souvient, a joué l'horloge, c'est-à-dire qu'il a tenu la Commission Bélanger-Campeau, a adopté un projet de loi disant nous allons tenir un référendum sur la souveraineté. Finalement, a trompé tout le monde à la dernière minute. Avais-tu espoir, toi, que ça fonctionne à ce moment-là? Où Oui. Ah oui? Oui, et nous organisions, à ce moment-là, moi, je suis président de la Fédération étudiante collégiale, donc je ne suis plus dans l'aile jeunesse du Parti libéral. Comme plusieurs péquistes, moi, j'ai rejoint le PQ immédiatement après, comme plusieurs péquistes, on a investi le mouvement étudiant qui venait d'éclater. Il y avait eu une grève, le mouvement étudiant a perdu la grève, les associations étudiantes étaient vides. Donc, les politisés qui arrivaient au cégep et à l'université étaient les péquistes. On a infiltré les associations étudiantes. Et de là, ça arrive, et de là, on a organisé les jeunesses souverainistes, mais à partir des associations étudiantes. Je suis président de la Fédération étudiante collégiale et on travaille à ce que Robert Bourassa respecte sa promesse. Donc, on a même campé devant l'Assemblée nationale l'été avant l'échéance, ça c'est l'été 92, avant l'échéance du projet de loi, dans l'espoir qu'il respecte sa promesse. Ce n'est pas advenu et je considère que c'est une situation gravissime. Pensez-y, lorsqu'on est face à un moment géopolitique comme celui-là, la rupture d'un pays important, que la volonté populaire va dans ce sens-là, qu'à peu près tous les signaux de l'histoire vont dans ce sens-là, il y a deux chemins. Soit on fait confiance aux institutions, soit on prend les affaires en main en dehors de l'ordre constitutionnel. Et le deuxième chemin, ça arrive. Hein, c'est le Maïdan en Ukraine, par exemple. Hein, on a vécu ça en 2014. Alors, je ne vous dis pas qu'à cet âge-là, je me suis dit, ce serait peut-être mieux de monter des barricades, de brûler des pneus, puis de se défaire de notre confiance dans les institutions. Mais très certainement, le geste que pose Robert Bourassa à l'effet de ne pas respecter sa promesse, mais aussi de tenir un référendum, mais aussi tout le processus là, dont il se sert pour éteindre, bien, la seule réponse logique à ça, la prochaine fois qu'on est face à quelque chose de semblable, c'est de ne pas y croire. Et créer ça, provoquer ça dans la population, prendre ce risque-là, c'est hautement irresponsable. Et ça, je pense que Robert Bourassa et le Parti libéral vont porter ça sur leurs épaules pour le reste de l'histoire. Très intéressant. Oui, alors je ne sais pas si tu as parlé de ça, mais le mouvement central étudiant. Le mouvement étudiant, oui. Ouais, pour la coalition du oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi exactement? Puis dans quel contexte est-ce qu'un peu c'est né? Alors, il y a eu différentes coalitions, différents mouvements. Il y a eu une première vague de référendums dans les associations étudiantes. Là, on parle de 91. C'était un peu spontané, organisé. Il y avait Nicolas Girard qui était déjà dans l'organisation de ça, Christian Picard, Michel Léonard, enfin certains noms qu'on reconnaît encore. Puis, l'organisation n'était pas très structurée, mais le fait qu'il y ait 20, 30, 40 référendums dans tous les campus et que les proportions d'appui à la souveraineté étaient collées au plafond, là. On parle de taux de participation très élevé, des appuis à 80-85 %. C'est des référendums pour? C'est des référendums organisés sur la question de la souveraineté. Okay. Donc, et par les associations étudiantes ou des comités complètement ad hoc. Hein, on arrive, on prend une table, on met ça au milieu du corridor, puis on a des boîtes, puis des bulletins, puis on dit aux gens, allez, c'est le temps de voter. Et comme les gens suivent l'actualité, là, l'accord du Lac-Mégantic vient de tomber, bien, c'est le sourire aux lèvres, ça se garoche aux urnes, ça fait la file pour pouvoir s'exprimer. Et donc, il y a là une forme de répétition générale avant la tenue du vrai référendum, et les gens font ça dans le bonheur. Par la suite, ça s'est organisé de façon un peu plus structurée. Un peu dans la douleur, les ailes jeunesse des partis politiques ont laissé la place, si j'ose dire, au mouvement étudiant et à d'autres acteurs de la société civile pour l'organisation de la coalition des jeunes souverainistes. Ça s'appelait le RJSQ, le Rassemblement des jeunes souverainistes. Et c'était un peu une copie de ce qui se faisait chez les seniors. Chez les seniors, il y avait le Mouvement national des Québécois, les centrales syndicales, les partis politiques qui étaient dans une grande table de concertation. Bon, on avait notre
petite table de concertation des jeunes souverainistes en parallèle, qui comprenait des associations universitaires, la Fédération étudiante collégiale que je représentais, etc. Et donc, lors des référendums de 92 et de 95, le porte-parole principal pour les jeunes, c'était un étudiant. C'était un leader étudiant. Puis nous, on avait des rôles de porte-parole auxiliaire, si on veut, là, pour faire campagne un peu partout au Québec. On avait un budget important. On avait un nombre de militants quand même important. Donc, on était une composante assez stratégique là, dans l'arsenal du camp du oui. Tu parles de 92, puis des fois, les gens, c'est une période, je trouve, oubliée. Pour beaucoup de gens, ils ne savent pas trop. Là, bon, il y a eu 2 référendums sur la souveraineté. Il y a eu l'accord du lac Meech, ça a échoué, on a été déçus. Puis là, il y a l'accord de Charlottetown en 92, il y a eu un référendum. Puis là, les gens se disent, ben voyons, pourquoi vous n'étiez pas content en 92? Peux-tu nous en parler? Pourquoi le Québec s'est opposé à l'accord de Charlottetown qui visait peut-être à ramener le Québec dans le giron constitutionnel? C'est le référendum oublié, effectivement. Il est dans l'angle mort, et en particulier dans la logique des souverainistes de dire on a perdu ou on s'est fait voler en 95. 92 peut être vu comme une victoire du camp souverainiste, le refus de Charlottetown. Charlottetown était une version à certains égards édulcorée ou améliorée. Enfin, avec le recul, ça mériterait un débat, à savoir si, à sa face même, l'accord avait du mérite. Je donne un exemple. Dans l'accord de Charlottetown, il y avait un plancher pour la représentation du Québec à la Chambre des communes. Je crois que c'était 25 des sièges. Alors, mine de rien, c'est peut-être 20 enfin, bref, un plancher. Bien, mine de rien, quand on regarde ça en 2023, ça prend de l'importance. Ça aurait pris de l'importance parce que le poids du Québec dans le Canada, pas que ça me préoccupe particulièrement, mais disons, pour ceux que ça préoccupe, ben, si on s'en va à 20, 15 ou 12 du Canada, ben, ça veut dire 12 des députés. Alors, s'il y avait eu une clause plancher dans la Constitution, ben, ça n'aurait pas été une mauvaise affaire d'un point de vue fédéraliste. Mais il faut voir l'ambiance, c'est-à-dire que les gens viennent d'être trahis et la campagne. Nous, on a mené une campagne qui était incroyable à certains égards. Là. On avait des affiches où on disait que c'était des peanuts. C'est littéralement des peanuts sur l'affiche. Les gens comprenaient immédiatement. Mais on avait aussi une campagne de contenu au sens où l'entente de Charlottetown elle-même, on l'a imprimée à des dizaines et des dizaines, je me demande si ce n'est pas des centaines de milliers d'exemplaires. C'était un petit catalogue annoté. On avait des gens pour distribuer ça dans les boîtes aux lettres. C'est monstrueux comme travail, mais on avait une armée. Bon. Mais surtout, durant la campagne, l'élément central, c'est que des fonctionnaires se parlant au téléphone ont été enregistrés. Alors, pourquoi ils étaient épiés, je ne sais pas, mais ils se sont fait attraper à parler sur leur cellulaire et ils s'expliquaient mutuellement, les 2 fonctionnaires, Diane Wilhelmy et André Tremblay, si mon souvenir est bon, que le premier ministre s'était fait avoir, avait tout cédé, n'avait pas écouté ses fonctionnaires. Bref, de l'intérieur, le message, c'était « c'est n'importe quoi » par rapport aux positions du Québec. Alors, évidemment, ce message-là a été entendu, mais au fond, comme le Canada anglais l'a de toute façon rejeté, effectivement, avec le recul, ça n'aurait pas changé grand-chose. On l'aurait accepté que ça n'aurait pas changé grand-chose. L'opprobre serait allé du côté du Canada anglais pour qui c'était trop pour le Québec. C'est encore trop, au final. C'est toujours trop. L'accord du lac Meech, c'était trop. Après ça, 92, pour nous, c'était pas assez. Pour eux, c'était trop. Fait qu'au final, on ne s'entend pas. Là. Ils sont durs de comprenure. Là. Ils ont de la misère en 1990 à reconnaître la société distincte, mais de plus en plus, et de facto, ils reconnaissent que le Québec forme une nation aujourd'hui. Donc, ils auraient peut-être, même de leur point de vue, avec le recul, ils auraient peut-être fait mieux d'accepter Meech en courant, puis en nous disant merci de demander si peu. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'on est dans un rapport avec le Canada qui est un rapport, j'oserais dire, de caste. Le Canada n'accepte pas que nous soyons autre chose qu'un vaincu, qu'un bon perdant qui reste à sa place. Tout à fait. T'avais-tu une question? Oh non, okay. C'est bon. Si on revient à plus récemment, c'est très intéressant, l'accord de Charlottetown, les années 90. Nous, on ne l'a pas vécu, mais tu m'en parles, puis j'ai la chair de poule. C'était des belles années. Là. Oui, tout à fait. Oui. C'est assez excitant. Oui. J'aurais aimé ça, vivre ça.
Si on revient plus récemment, en marge de l'élection de 2018, on se remet dans le contexte, Philippe Couillard est au gouvernement. On a eu un court passage du Parti québécois au pouvoir de 2012 à 2014 avec Pauline Marois. Philippe Couillard revient au pouvoir avec le Parti libéral. En fait, le Parti libéral revient au pouvoir, puis cette fois-ci avec Philippe Couillard, l'austérité. Il y a des gens qui commencent à parler de convergence entre le Parti québécois et Québec solidaire. C'est où tu te situes, toi, à ce moment-là? Moi, je suis au Parti québécois dans une position un peu particulière. Je suis un organisateur, je pense, de talent. On a gagné par la force de l'organisation la circonscription de Crémazie avec Lisette Lapointe, 2 élections difficiles, 2007, 2008, et par la force de l'organisation, dans un parti où l'organisation est en déclin. C'est ça, le Parti québécois, à ce moment-là. Mais parce que je suis une personnalité, à certains égards, pas consensuelle dans le parti, je ne joue pas un rôle officiel. Je n'ai pas de fonction officielle importante, mais ça permet de se la jouer indépendante. Bon. Et donc, oui, je pose quelques gestes. On est quelques-uns à discuter de ce qu'il faut faire dans le contexte. L'élection partielle gagnée par Elsie Lefebvre, perdue au général précédemment dans Laurier, dans le quartier Villeray, est l'occasion de réfléchir à ce que pourrait ressembler une forme de processus de conciliation des investitures communes. On parle de ça en premier. Ensuite, au fil de la désagrégation du Parti québécois, des militants fondent le Nouveau Mouvement pour le Québec. Et là, ça devient un lieu où les gens discutent en provenance de différents partis. Ça va muer en Oui Québec par la suite, mais les gens discutent de convergence dans ce forum-là. Et différentes occasions de pousser l'agenda, le thème se profile. Mais peut-être que l'élément crucial, c'est la partielle dans Gouin, où le Parti québécois choisit, puis on a tiré les ficelles qu'il faut pour que ça survienne, là, choisit de ne pas présenter de candidat contre Gabriel Nadeau-Dubois en signe de bonne volonté. Parallèlement, au Oui Québec, le Nouveau Mouvement pour le Québec mue en Oui Québec, les partis politiques sont animés par le Oui Québec. Il y a des discussions sur ce que pourrait être une feuille de route menant à un gouvernement issu de forces communes et mettant en œuvre un processus d'accession à la souveraineté. Et donc, tout ceci se produit presque, j'oserais dire, mais se casse les dents, comme on le sait, sur la réalité de l'autre parti, Québec solidaire, qui n'est pas un parti avec une structure hiérarchique ni avec un leadership fort. Donc, lorsque vous cherchez à vous entendre avec un clan, une partie, une nation, il faut qu'il y ait une structure. Il faut que l'interlocuteur en face de vous puisse faire arriver des choses. Et, si on prend un pays qui est complètement en mode anarchique, là, mettons Haïti, essayez de vous entendre avec qui que ce soit en Haïti, puis que ça concerne l'ensemble du pays, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une telle chose qu'un leadership, qu'une structure hiérarchique réelle. Donc, dans Québec solidaire, il y a, de par sa nature, il y a ce problème-là. Et donc, ça s'est cassé les dents là-dessus. Mais retenons que c'est cet effort de convergence qui avait ses partisans à Québec solidaire, là, Amir Kadir en particulier, mais disons que c'est quand même parti d'une analyse électorale assez froide, à savoir qu'on échappait des comtés, des circonscriptions parce que le vote était divisé et que le gouvernement de Philippe Couillard était hautement dangereux. Là, on parle d'un parti libéral qui, sans raison aucune, sans bonne raison, s'en prend à l'État, s'en prend au service public, ne verse plus dans la corruption un peu crasse du mandat de Jean Charest, mais engraisse les médecins de milliards de dollars sans raison. Puis par ailleurs, tient un discours qui est multiculturaliste à un niveau qu'on ne connaissait pas
au Parti libéral. Hein. C'est Philippe Couillard qui dit même que le moindre des ouvriers du Lac-Saint-Jean devrait savoir parler anglais en cas qu'un patron se promène et lui pose des questions. Je veux dire, c'est l'archétype de l'attitude. C'est l'archétype de l'attitude de coloniser. Là. Bon, donc c'est ce Parti libéral-là qu'il faut battre. Il y a un intérêt national vif, et même indépendamment de la souveraineté, j'oserais dire, à battre le gouvernement de Philippe Couillard. Donc, dans ce contexte-là, notre analyse, si je peux la livrer, ça fait un certain nombre d'années, ça va, notre analyse, c'est, puis je ne dis pas que c'est celle de Jean-François Lisée, là, mais disons celle de ceux qui cherchaient à l'influencer, c'est qu'il fallait prendre le risque de la convergence, et de ce risque-là, il y a 3 scénarios qui pouvaient se produire. Le premier, c'est que ça fonctionne. Puis là, si ça fonctionne, bien, la probabilité de recueillir le mécontentement et de pouvoir former le gouvernement bien, est bonne. Le deuxième scénario, c'est que ça ne fonctionne pas. Et puisque ça ne fonctionne pas, bien, il y a une autre option qui pouvait ramasser les biscuits, si j'ose dire, là, partir avec les jetons sur la table, puis ça, c'est la CAQ, ce qui est arrivé. Le scénario qui ne devait pas se produire et qui pouvait se produire au regard des sondages, c'est que le Parti québécois et la CAQ fassent à peu près jeu égal, qu'il n'y en ait ni un ni l'autre qui recueille l'insatisfaction et que le Parti libéral se faufile entre les deux. Donc, qui était le scénario qu'on ne pouvait pas se permettre. Ah oui, absolument. Et donc, même au mépris des intérêts du parti, Bernard Landry disait souvent « la patrie avant le parti ». Donc, au mépris des intérêts peut-être objectifs du parti, on a choisi de prendre ce risque. Ça n'arrive pas souvent dans l'histoire, mais cette fois-là, on l'a fait. Et vous savez quoi? Malgré tout, la campagne électorale a assez bien été qu'à mi-chemin, on se demandait si le Parti québécois n'allait pas se sauver avec. Finalement, ce n'est pas arrivé, mais on n'a pas... Je pense pas, même s'il y a bien des gens aigris par l'épisode, je pense que fondamentalement, le calcul est bon. C'est juste que ce n'est pas notre scénario préféré qui s'est réalisé. Tu parlais du vote dilué. L'idée de convergence, c'est quelque chose qui t'a rejoint? S'il y avait une proposition qui se ferait, est-ce que tu serais en faveur ou tu appuierais personnellement la procédure? Oui. Je suis obligé de répondre que ça regarde les partis politiques et que je m'abstiens d'intervenir de la même façon que je pouvais le faire auparavant. Cela étant, je pense que il y a appelons ça de façon un peu étrange, là, un risque non nul, donc une possibilité, un risque non nul, qu'on se retrouve dans un échéancier référendaire court. Et par échéancier référendaire court, je veux dire 4, 5, 6 ans. La CAQ va peut-être être au pouvoir longtemps, mais elle peut aussi trébucher. Puis on voit que ça commence à être difficile. Ça commence à être difficile. Hein? La lune de miel est finie. Puis le Parti québécois va bien, puis Québec solidaire, ça va pas mal pour autant. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, la vraie convergence sur laquelle je pense que nous pouvons travailler au Mouvement national des Québécois, c'est de favoriser la coalition la plus large possible en vue de gagner, hein, c'était le troisième terme tout à l'heure au début, c'est la première on s'en souvient, en vue de gagner le référendum. C'est ça qui est important. Alors, est-ce qu'on se fait plaisir en faisant du mal à un, à l'autre, à court terme? Mais tout ça n'a pas de sens, là. La seule chose qui a du sens, c'est les gestes qu'on peut poser maintenant qui nous offrent un scénario gagnant si le référendum est proche. Et puisque c'est une possibilité, ça devient notre responsabilité. Bon, là, si vous me demandez une analyse politique sur la convergence, j'aurais tendance à vous dire que les données ne sont pas les mêmes que sous Philippe Couillard. Le gouvernement de la CAQ, on peut en penser toutes sortes de choses, là, mais on ne peut pas dire que le gouvernement de la CAQ remet en danger la nation. Hein? Non seulement au plan de leur discours, mais plusieurs de leurs mesures sont bien inspirées d'un point de vue nationaliste. Donc, l'idée qu'il faille tenter l'impossible pour battre la CAQ me semble pas valable. Ensuite, les circonstances nous montrent que, finalement,
en tout cas en 2023, c'était peut-être différent là, en 2018, mais en 2023, finalement, le Parti québécois et Québec solidaire sont peut-être plus complémentaires qu'on le pense. Ils ne sont pas forts dans les mêmes régions du Québec. Ils ont trouvé leur niche écologique, là, pour parler comme si on était des biologistes. Puis peut-être qu'ils sont mieux de conserver leur couleur pour rejoindre des électorats différents. Mais là, le défi, c'est ensuite être capable de se rejoindre dans un processus, je dis référendaire, là, mais du côté de Québec solidaire, ils ont un autre processus là, qui passe par des assemblées constituantes et tout ça. Pas d'opinion à ce sujet-là, mais indépendamment du processus, il faut que les forces convergent, mais par la suite. Probablement pas au moment de l'élection, mais enfin, si les partis veulent le faire, ça ne me regarde pas. Tu parlais d'analyse politique, c'est très intéressant parce que tu as un riche parcours politique qu'on serait fou de s'en passer. Si je te demande de me livrer une analyse politique, à savoir, est-ce que Québec solidaire aurait des intérêts à converger avec le Parti québécois? Parce que le Parti québécois veut faire la souveraineté. Donc, si on met ça comme projet d'accord, le Parti québécois et Québec solidaire vont converger pour faire la souveraineté, le Parti québécois pourrait trouver son compte là-dedans. Pour un solidaire, ce serait quoi son compte au final? Parce que oui, il y en a beaucoup des indépendantistes à Québec solidaire, il y en a, certes, mais ce n'est pas tout le monde qui est fondamentalement mobilisé par la cause de l'indépendance. Tu peux être pour l'indépendance sans en faire ta vocation, si on veut, pour revenir à tes termes politiques au début. Oui. Ce serait quoi le gain d'un solidaire pour ça? À mon avis, ce n'est pas sur la souveraineté que ça se jouerait. Parlant d'échéances courtes, si on pense qu'on a 10 ans pour sauver la planète, ben, peut-être qu'on n'a pas 15 ans à attendre de gagner une majorité seule sur la scène provinciale. Hein, si on pense que l'environnement doit dépasser tout, ben, peut-être qu'il faut dépasser l'inconfort qu'on vit à établir une coalition environnementale. Je dis rien. Mais sur la question souverainiste, je répète que je trouve plus important que les gens aient leur couleur, réussissent à rassembler, parler à des publics différents. On ne peut pas parler à tous les publics avec une seule voix. Moi, je commence à trouver des avantages au fait qu'il y ait une diversité de voix souverainistes sur la scène provinciale, mais sur la question de l'environnement, pour vrai, les deux partis sont encore plus proches sur l'environnement qu'ils ne le sont sur la souveraineté. Donc, il n'y a pas que l'indépendance qui est une force de convergence ou une, comment je pourrais dire, un lieu commun où on pourrait se réunir entre Québec solidaire et le Parti québécois. Il y a aussi, tu le nommes, l'environnement. Il y a, je pense... aussi les régions. Je pense que ça a été une faiblesse de QS, puis le PQ a été historiquement quand même assez présent des régions jusqu'à ce que la CAQ reprenne les régions. Je pense que ça serait parce qu'on avait été notamment au congrès de QS, puis ça avait été quelque chose qui a été soulevé, la faiblesse au niveau des régions avec la perte de Ron-Noranda. Tu verrais-tu une sorte au niveau stratégique, un avantage pour QS d'avoir des candidats communs qui se présentent dans les régions pour faciliter leur sortie de Montréal? Oui, je ne suis pas certain. Puis là, je vais faire valoir un argument qui n'est pas externe au sens résultats électoraux, mais qui est interne. Il est probablement bon, si on prend Québec solidaire, on pourrait dire la même chose du Parti québécois par rapport à Montréal. Là. Oui. Mais il est probablement bon pour Québec solidaire de continuer à chercher à croître dans les régions, à y avoir des exécutifs, à y avoir des candidats. Indépendamment du... Parce que ça ancre Québec solidaire, je vais le dire comme ça, dans le Québec profond. Ouais. Alors qu'on pourrait craindre un phénomène de tour d'ivoire si, pour une raison ou pour une autre, l'attention de Québec solidaire se portait exclusivement sur ses châteaux forts. Et là, les fossés pourraient se creuser de façon telle que des oppositions géographiques s'installent et que là, ça devient difficile de converger par la suite. Le Parti libéral a le même problème. Par ailleurs, ils n'ont personne avec qui converger. Je ne sais pas qui. Enfin, je n'ai pas pensé à ça. Est-ce qu'il y aurait mon problème au Parti libéral? Écoute, il y avait des gens à Victoriaville, qu'on me dit. Puis c'était pas du personnel politique comme à la CAQ? Oui, il y en avait. Oui, bien c'est ça. La CAQ, il y a des partis qui autorisent le personnel politique à être représenté dans les instances. C'est le cas de la CAQ. Puis il y a des partis qui l'interdisent pour d'autres raisons.
Mais c'est très intéressant aussi ce que tu as apporté. Comme je le disais, le Parti québécois et Québec solidaire peuvent se rejoindre sur l'indépendance, sur l'environnement, je pense aussi sur l'éducation, puis sur plein d'autres enjeux. Il y a certainement des points où que le Parti québécois, puis tu le nommais, et Québec solidaire ne pourront pas s'entendre, je pense, sur l'identité, la vision de la laïcité, la vision de l'immigration. Puis je pense que c'est correct aussi, tu sais, d'avoir une pluralité de partis politiques, c'est une force. Malheureusement, pas dans notre système. Il va falloir un jour le changer. Mais voilà, c'est très intéressant. Il reste que, pour tous les partisans de la proportionnelle, qui depuis longtemps disaient que ça prend ça pour sortir du bipartisme, on disait ça dans les années 80-90. Là, on regarde la scène politique, il y a de la diversité, c'est le moins qu'on peut se dire. Il y a plusieurs partis. Mais la diversité n'est pas forte. C'est-à-dire que, oui, il y a 4 partis et demi qu'on voit dans les nouvelles. On entend moins les conservateurs. Ils ont besoin, à l'occasion, de quelqu'un de déguisé pour faire parler d'eux. Enfin, ça change de la pandémie. Mais je pense qu'il faut... puis il y a une leçon pour le Bloc là-dedans aussi. C'est pas un objectif absolu d'établir des monopoles sur des idées. On veut que l'électeur, le citoyen, ait du choix. Il n'y a pas de liberté sans possibilité de choisir. Et pour vrai, moi, je connais des gens qui me disent « J'ai voté pour le même parti politique pendant toute ma vie, pendant 50 ans, et je suis allé voter à chaque élection. Quand est-ce que j'ai été libre? Quand est-ce que j'ai hésité? » Donc, moi, je suis sensible à ça, à cause de ce que j'ai vécu au municipal, le fait qu'il y avait des élections, pas d'élections. Les maires étaient réélus par acclamation, mais ils n'étaient pas toujours tout ce qu'il y a de plus propre. Ils étaient réélus par acclamation. Et donc, vraiment, le choix, c'est la liberté. Il faut faire attention à ça. À l'occasion, il faut que les partis doivent être divisés pour qu'on soit libre, mais à l'occasion, les partis doivent être unis pour nous sauver. Mais c'est l'exception, ce n'est pas la règle. Comme je le disais tout à l'heure, il m'a semblé que sous Philippe Couillard, il fallait s'unir pour être sauvé. Mais c'est des moments qui, à mon avis, se présentent rarement. Mais je pense qu'on est globalement d'accord. Sur le système, je pense qu'il doit être changé justement pour permettre une multiplicité d'interlocuteurs de gauche, de droite, plusieurs voix. Mais bon, ça reste à voir comment que ça va se passer. Ce ne sera pas peut-être avec le gouvernement actuel, mais ça reste à voir. Si on va sur le Bloc, on veut parler aussi du mouvement national des Québécoises et Québécois. Oui. Parce qu'on l'a dit en introduction, tu es rendu président. Qu'est-ce qui t'amène au mouvement national des Québécoises et des Québécois? Bien, c'est par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal que j'y arrive. La Société Saint-Jean-Baptiste, qui est la première des sociétés nationales, c'est la Société mère. C'est pas le MNQ, la Société mère, c'est la Société de Montréal qui est la Société mère. Le MNQ est l'ancienne Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste. Donc, on coordonne des choses comme la fête nationale ou d'autres dossiers, d'autres projets. Et je suis d'abord revenu à la Société Saint-Jean-Baptiste comme trésorier à la suite de mon élection perdue. Parfois, perdre son élection, ça ouvre des opportunités. Je dis ça à ceux qui pleurent trop longtemps leur défaite. Et il faut juste passer à autre chose. Puis pour moi, c'est un retour parce que j'étais membre de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal très jeune. Membre à vie depuis, je pense, 1993. Oh, wow. Alors, je suis rentré dans mon argent par rapport à la cotisation annuelle. À vie à ceux qui veulent rejoindre la SJB de Montréal. Être membre à vie, c'est une vision... Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Une bonne vision à long terme. Et donc... Non, ça va pour l'eau. Bon. Et donc, pour moi, c'était comme un retour à la maison. Parce que partant de l'Abitibi, la SJB, la maison Ludger-Duvernay, là, au 82 Sherbrooke-Ouest, c'était comme une deuxième famille. Okay. Et d'y retourner comme trésorier... c'était une bonne valeur refuge. Et je pense que le leadership du mouvement m'a intéressé parce que, outre que l'histoire, la fierté, le patrimoine, l'identité, le pays, forcément, ça me branche. Mais la nature même de l'implication me rappelle ce que je faisais à la Fédération étudiante collégiale. Donc, c'est un peu un démon du midi. On fait les choses qu'on faisait quand on était jeune. J'arrive de Victoriaville, d'ailleurs, où on avait à l'instant là, des annonces. Donc, ça permet de se promener à travers le Québec. Et oui, discrètement pour le moment, on sera peut-être moins discret dans les prochains mois, les prochaines années, mais oui, de refaire de la politique sur certains thèmes, d'influencer certains dossiers
et de jouer une partie sur l'échiquier politique québécois avec des ressources. Hein. Le mouvement national, il y a des organismes communautaires qui font un très bon travail, là, mais il reste qu'on a une structure où on est présent dans toutes les régions du Québec. On a des employés, on a un budget, on a une histoire, on a un capital symbolique important. Organiser la fête nationale, c'est un privilège, mais c'est un capital symbolique important. Donc, il y a là plein d'outils pour aider toutes sortes de dossiers, dont celui du pays, si ça se présente. Tu le sous-entends quand tu as répondu à cette question-là, mais juste pour concrétiser un peu, c'est quoi la mission du MNQ de manière concrète? Alors, les sociétés Saint-Jean-Baptiste qui ont été créées de longue date avaient pour but, pour reprendre leur slogan, de rendre le peuple meilleur. Et rendre le peuple meilleur à partir de 1834, c'est à la fois lui donner plus de liberté politique, mais c'est aussi réussir sa modernisation. Alors, ceux qui regardent aujourd'hui les sociétés Saint-Jean-Baptiste en se disant « Oh, c'est vieux, c'est ancien, c'est poussiéreux », attention, hein, au cours de l'histoire, on a été à la pointe de la modernisation du Québec et notamment en créant de très nombreuses institutions qu'aujourd'hui, on ne saurait pas que la Société Saint-Jean-Baptiste était derrière. Alors aujourd'hui, on a un rôle plus effacé, même depuis quelques décennies, parce que le gouvernement du Québec a atteint des proportions puis occupe des responsabilités beaucoup plus importantes qu'auparavant. Et donc, là, nos mandats en sont d'organisation de la fête nationale, hein, c'est les commémorations, la fierté, jour du drapeau, on organise des activités liées à ça. Durant la fête des Patriotes, il y a toutes sortes d'organisations qui le soulignent de diverses façons. On le fait notamment en remettant des prix. Donc, tout le volet histoire, commémoration, c'est un segment fort de notre action. On commence à être plus présent en protection du patrimoine. On a aussi des activités de fierté. On fait des communications pour rappeler aux Québécois leurs grands personnages, un peu comme la Fondation Lionel Groulx, puis des moments de fierté. On favorise les échanges culturels, la propagation de la culture québécoise. Les artistes sont présents aux Fêtes nationales, mais on les utilise aussi dans un autre projet qui est celui des rendez-vous culturels, où, au-delà de la francisation, on tient des activités avec des nouveaux Québécois pour les initier davantage à nos références culturelles et nos activités culturelles. Donc, on a, oui, des mandats un peu macro, hein, où on intervient auprès des partis politiques, où on discute de questions comme de lois linguistiques, des choses comme ça, mais on est aussi au ras les pâquerettes, hein, des services directs à la population dans certaines régions et des activités d'intégration des culturelles ou de francisation des immigrants. Et donc, on est toujours à l'affût de voir qu'est-ce qui manque hein, dans notre organisation sociale par rapport à nos missions, fierté, patrimoine, culture, identité, etc. Et on essaie de combler ce qui manque, ce qui est un peu ce que font les sociétés Saint-Jean-Baptiste depuis leur fondation en 1834. On reviendra à la fête nationale parce que c'est très intéressant. On va en parler dans notre prochain bloc. Si on parle justement, tu as parlé de mission politique pour le mouvement national des Québécois et des Québécoises, l'inverse plutôt, des Québécoises et Québécois. Historiquement, ça a été quoi le rôle du MNQ dans les campagnes référendaires? Le MNQ a agi comme catalyseur des coalitions. Hein. Le fait qu'on soit neutre par rapport aux partis politiques, neutre par rapport aux centrales syndicales, hein, qui peuvent avoir leurs différends entre elles. Elles ont leurs habitudes, se reconnaissent, mais peuvent avoir leurs différends entre elles. Et donc, durant les années 90, le leadership du MNQ a été important, non seulement au plan national, mais également dans la constitution de tables régionales à travers le Québec. Les Oui Québec n'existait pas à l'époque. C'est le MNQ qui avait l'initiative de susciter ça avec des partenaires syndicaux et les partis politiques. Donc, il y a là un rôle important de rassemblement. Et du fait de notre position de neutralité, je crois qu'on agit aussi comme j'oserais dire, un onguent sur les irritants. Hein. On n'a pas d'intérêt direct avec personne. Et donc, c'est plus facile pour nous de faire des interventions ciblées pour que les conflits s'apaisent, que le rassemblement survienne. Moi, quand j'étais président de la Fédération étudiante collégiale du Québec dans les années 90, on se référait beaucoup à la coalition qui s'appelait Mouvement Québec, puis dans laquelle le Mouvement national des Québécois
était. Et on recevait des commandes, là. C'est-à-dire qu'il y avait une organisation, un plan, puis on faisait partie de ce plan. Est-ce qu'on a un plan en ce moment? On n'a pas encore un plan très élaboré en ce moment, mais dans la mesure où on fait peut-être face à une échéance courte, comme je le disais, hein, un risque non nul, on en viendra peut-être à quelque chose d'assez structuré là, à brève échéance. Tu as parlé un peu aussi, puis quand on va sur le site du MNQ, il en parle de l'ouverture et de la diversité. Oui. C'est quelque chose qui avait été mis un peu comme de l'avant à partir de 1994. Est-ce que c'est parce que je pense que vous organisez d'ailleurs des événements culturels? Les rendez-vous culturels. Oui, exactement. Exact, oui. Ça s'inscrit-tu dans cette mission-là d'ouverture de la diversité? Puis si c'est le cas ou si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on entend exactement par ouverture puis diversité? Et pourquoi est-ce que ça apparaît un peu dans le... Ben, le nom même de Mouvement national des Québécois découle de ce qu'on pourrait appeler une déethnicisation du mouvement national. Les sociétés Saint-Jean-Baptiste, à l'origine, puis absolument rien d'infamant là-dedans, avaient dans leurs objectifs de promouvoir les intérêts de la nation canadienne-française. Hein, c'est comme ça que c'était inscrit. Et c'est peut-être un événement obscur là, pour vos auditeurs, mais en 1968 se tient, je ne me souviens plus où, est-ce que c'était à Montréal, je ne me souviens pas, ce qui s'est appelé les États généraux du Canada français. Et avec le développement de l'État québécois et l'évolution de la société québécoise, d'une société qui était marquée du fait qu'elle était minoritaire auparavant, mais qui devenait de plus en plus une société où la majorité canadienne-française assumait son destin, sa majorité, son pouvoir, et donc se détachait du Canadien français comme minoritaire, et donc des communautés minoritaires au Canada. Et donc, à partir de là, si vous regardez les textes, là, il y a quand même un changement assez net. On cesse de parler de Canadiens français pour parler de Québécois, et assez explicitement, il s'agit non seulement de définir la nation dans les frontières du Québec, mais assumant le fait que maintenant on se définit par des frontières et moins par une généalogie ou par une appartenance familiale, bien, forcément, on l'élargit à plus que les Canadiens français ou les gens d'origine canadienne-française. Et donc, même les sociétés Saint-Jean-Baptiste, pour certaines, changent de nom. Pas celle de Montréal, mais il y a au Québec des Sociétés nationales des Québécois des Laurentides, Société nationale des Québécois dans la Naudière. Alors, le fait de s'appeler Société nationale des Québécois, ça illustre aussi ça. Et donc, la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste s'est rebaptisée Mouvement national des Québécois dans les années 70, suivant ça. Cela étant, je ne suis pas de ceux qui voient une opposition très, très forte entre les deux idées. À partir du moment où on défend l'intérêt national du Québec, c'est un peu difficile de réfléchir à l'intérêt national du Québec en allant à l'encontre de l'intérêt de sa majorité. Bon, on peut avoir une discussion théorique là-dessus, là, mais ça va un peu ensemble. Mais il reste que ce nouveau concept, qui n'est pas universellement accepté, mais ce nouveau concept de Québécois est certainement plus pratique pour susciter l'adhésion des nouveaux arrivants, ou même des anciens. Hein. Il y a des gens qui sont des immigrants, mais de longue date. Il y a plusieurs souches au Québec, hein, pour le dire comme ça. Puis c'est intéressant ce que tu parles au niveau des rendez-vous culturels, parce qu'on parle souvent de l'apprentissage de la langue, mais c'est bien beau. La langue, c'est un moyen de communication, mais il faut aussi donner une couleur. Hein? Oui. Puis la langue, le Québec a plusieurs couleurs, puis je trouve ça beau justement de voir des gens de partout venir enrichir la culture québécoise avec la base commune qu'on a présentement, mais aussi avec la base que ces gens-là nous apportent. Puis on l'a vu, déjà avec l'immigration irlandaise, ça a beaucoup influencé notre propre culture. Puis après ça, d'autres cultures ont continué à influencer la culture québécoise, puis ça continue d'évoluer. Donc je trouve ça vraiment beau. Hein. C'est aussi la preuve que la société canadienne-française intégrait. Hein, on a des fois une vision un peu noire du passé. On se dit, avant, les gens étaient fermés. Minute. Hein, les gens qui s'installaient au Québec s'intégraient à la majorité. La majorité s'appelait canadienne-française dans ce temps-là. Puis ça se passait à la sauce du 19e siècle. Là. Ça ressemblait à Gangs of New York en quelques endroits. Hein, à Montréal, dans l'Outaouais, ça se tapait un peu dessus. Mais je veux dire, au final, les gens se sont mariés. Il y a des noms de famille
qui viennent du 19e siècle, qui viennent d'un peu partout. Donc, l'intégration, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Là. Je comprends qu'on est en 2023, puis on se dit « Ah, on découvre la diversité. Ah, attends une minute. » C'est un fait là, historique au Québec là, depuis les origines. Donc, on le fait, oui, par les rendez-vous culturels, où là, on est davantage dans l'insertion des gens dans un référentiel culturel québécois, mais qui n'est pas exclusivement canadien-français pour autant. Hein, quand, je ne sais pas, moi, on parle de Kim Thuy ou d'autres personnes qui sont arrivées, puis certaines de ces personnes-là qui sont moins typiquement québécois à certains égards, ils ne sont pas d'origine canadienne-française, ça aide à faire le pont, parce que ce sont des modèles d'intégration. Puis je pense qu'il faut les montrer davantage. Il y a des gens, vous avez juste à lire la section des commentaires du Montréal Gazette, qui nous dépeignent comme si la diversité, c'était de leur bord, puis nous, on était, en supposant que ce soit infamant, là, les homogènes qui n'ont pas de diversité. C'est pas vrai. Sauf que les gens qui rejoignent la majorité, bien, ils sont un peu plus invisibles. Ils n'invoquent pas leur diversité contre la majorité, et donc ça ressort moins du lot. Donc ça, je pense qu'on a un rôle là-dedans de montrer les modèles. Et un endroit où on le fait, c'est la fête nationale. Parce que nos scènes musicales mettent en scène l'ensemble de ce que le Québec a à offrir, du moins en français. On s'entend que ça reste des festivités qui se passent en français, là, la fête nationale. Cette vision-là de mettre de l'avant les... Quand tu es président, qu'est-ce que tu apportes exactement à cette vision-là qui est déjà un peu définie? Qu'est-ce que tu apportes un peu de soit personnel ou tu poursuis un peu la mission qui est déjà commencée, ton rôle? Oui, c'est pas... je suis président depuis décembre. Ces choses-là se font depuis fort longtemps. Hein, c'est pas ma contribution individuelle. Ce qui sera peut-être ma contribution individuelle, c'est un dialogue que j'espère plus assidu, plus serré, avec, je vais le dire comme ça, les individus et les communautés qui, pour toutes sortes de raisons, n'assument pas encore leur québécitude. Je pense que ces gens, on ne doit pas simplement, on peut le faire, là, mais on ne doit pas simplement s'indigner des propos qu'ils tiennent sur le Québec ou s'indigner du fait qu'ils se refusent à se considérer québécois ou qu'ils refusent d'apprendre le français. Il y a des raisons derrière ça, il y a des mauvaises conceptions derrière ça. Il y a certainement, malheureusement, un rôle du Canada derrière ça, tant que des gens ont le choix de jouer dans l'équipe du Québec ou de jouer dans l'équipe du Canada et de se cacher derrière une majorité canadienne pour éviter de faire partie de notre équipe, tant qu'ils ont cette possibilité-là, c'est un problème. Mais je pense qu'il faut quand même dialoguer avec eux. Et être président du Mouvement national des Québécois, c'est un perchoir assez privilégié pour le faire. Hein? Tu vas avoir un interlocuteur, tu vas le trouver. Ils vont savoir à quoi ils ont affaire. Puis je pense qu'on peut avoir des discussions, pas nécessairement publiques, là, mais des discussions assez franches sur ce que les gens sont en train de faire. Au juste, là, est-ce qu'ils jouent dans l'équipe? Est-ce qu'ils jouent contre l'équipe? C'est quoi la signification de ça? Certains lancent des cris d'alarme ou des appels. Hein. J'ai lu, on verra s'il y a des suites, dans la Montreal Gazette, le genre de choses que j'aime lire, à l'occasion de la Fête des Patriotes, où quelqu'un soulignait que y a des anglophones à la Fête des Patriotes, puis on n'en parle pas souvent du fait que ces patriotes voulaient la démocratie, le pouvoir, le respect de toutes les communautés. Et ma foi, c'est vrai. Oui. C'est vrai. On le souligne par ailleurs, mais on ne le souligne pas d'une manière qui les intègre, eux, des anglophones qui n'aiment pas la loi 21 et la loi 96, par exemple. Mais au-delà de ces désaccords, on ne met pas en scène le fait que s'ils s'identifient à ces personnes, conséquemment, ils peuvent s'identifier à l'histoire québécoise et être reconnus comme, je le dis comme ça, faisant partie de l'équipe, même si on n'est pas toujours d'accord sur tous les projets de loi de l'Assemblée nationale.
Parce qu'au fond, dans le mouvement patriote de 1837, 1838, puis avant, puis après, mais il y avait quand même des anglophones, tu en parles, Robert Nelson ou Wilfred Nelson, qui étaient des chefs de file du mouvement patriote. Puis c'était effectivement des anglophones. Il y avait des francophones, il y avait des anglophones, il y avait des Irlandais. Donc, c'était assez diversifié à ce moment-là. Oui, il y avait des rebelles, enfin, ils ont moins porté les armes, là, mais il y avait aussi quelques petites révolutions de brasserie à Toronto. Je ne sais pas si ça s'appelait Toronto à l'époque. Enfin, bref. Donc, il y a là, à l'occasion, des opportunités d'élargissement, à la fois, on pourrait le dire comme ça, là, du récit national, mais aussi des gens qui sont mis en scène à l'occasion des congés, des cérémonies. Puis, ben, le MNQ, on peut le dire comme ça, on est un peu maître de cérémonie de ces choses symboliques qui touchent la nation. Donc, il y a une signification symbolique, mais aussi politique à tout ça. Et c'est à manipuler avec soin. Puis, je suis conscient de la responsabilité qui vient avec ça. Oui, tout à fait. Parlons de la fête nationale. Oui. Donc, on est au début du mois de juin, 2 juin, au moment où on enregistre. Ça va sortir à la mi-juin, notre épisode. Ça commence à sentir la fête nationale un peu partout. Les drapeaux commencent à sortir, les gens s'organisent, les gens ont le goût de fêter. En préparant l'entrevue, puis tantôt, tu en parlais avec le lien entre quand on a commencé à parler des Canadiens français, puis après des Québécois. Oui. Avant, on parlait de la Saint-Jean. Oui. Aujourd'hui, on parle de la fête nationale. C'est une question que ma partenaire, en toute transparence, m'a demandé en préparant l'entrevue, Leslie, que je salue à la maison. Donc, elle m'a demandé pourquoi qu'aujourd'hui, on parle de la fête nationale plutôt que la Saint-Jean. Peux-tu expliquer pour les gens, parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent, pourquoi la... Puis il y en a encore beaucoup qui disent Saint-Jean. Oui, il y en a encore beaucoup qui disent fête nationale. Et c'est très correct. Il y en a qui sont d'avis qu'il faut le dire moins. Bon, pour moi, c'est très correct. La Saint-Jean-Baptiste, sans que Saint-Jean-Baptiste soit le patron, du point de vue de l'Église catholique, des Canadiens français, je ne me souviens plus c'était qui, mais c'est imposé comme espèce de figure de référence. Et les célébrations entourant le solstice qui se produisaient lors de la Saint-Jean-Baptiste ont fini par l'emporter à titre de rendez-vous rassembleur. Des espèces de feux de joie là, le long du Saint-Laurent là, dans les siècles 16e, 17e siècle. C'est devenu ensuite un banquet lors de la fondation en quelque sorte, de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal en 1834. Et c'est devenu une espèce de personnification de la nation canadienne-française. Et ça l'est encore pour les francophones ou Canadiens-Français hors Québec. Pour les Acadiens, c'est autre chose. Ils se sont choisis une autre fête nationale, mais c'est encore la Saint-Jean-Baptiste, une fête de référence pour les gens d'origine canadienne-française. Je crois que même aux États-Unis, on la souligne à quelques endroits. Hein, ils soulignent, en Louisiane, notamment. Voilà, en Louisiane même. Bon. Donc, et qu'on choisisse ce moment-là pour avoir une fête nationale, compte tenu du rôle on ne peut plus central de ce qu'a été, de ce que sont les Canadiens français dans l'histoire du Québec, c'est un peu naturel, là. Je voudrais bien voir un Français venir me dire pourquoi est-ce que c'est la fête des Canadiens français qui est la fête nationale? Écoute, tu viens d'arriver, c'est sympathique que tu dises ça, mais bon, il reste que c'est les Canadiens français qui ont un peu plus déterminé le cours de l'histoire, mais on ne fait pas explicitement, on n'envoie pas explicitement ce message, mais on choisit la tradition que ça a été pour en faire une fête nationale et inclure tous les membres de la nation québécoise, c'est plus large que les seules personnes d'origine canadienne-française, à en faire leur fête nationale. Puis là, si en grattant, ils se rendent compte que c'est aussi autre chose de plus folklorique, ma foi, tant mieux, que ça ait des références et des racines. Moi, ça me sourit grandement. Puis, si on a une question en 2 volets. Pourquoi est-ce que, premièrement, c'est important de fêter la fête nationale? Puis pourquoi, pour le MNQ, c'est important de l'organiser? Oui. C'est pas banal que ce soit pas l'État national qui organise les fêtes nationales. Effectivement. En France, il n'y a pas de sous-traitant.
sur l'État français, chaque municipalité, les régions, le défilé militaire, le drapeau, les gens qui saluent, ils portent le képi, bon, tout ça. Puis aux États-Unis, c'est peut-être plus une fête populaire, là, mais l'État est impliqué quand même directement. Peut-être que lorsque le Québec sera un État souverain, l'État se chargera de le faire lui-même, peut-être. Mais pour le moment, il est important que la fête appartienne. Remarquez que le gouvernement signe un protocole, finance, contrôle une bonne partie de ce qui se passe là. Mais que ce soit une fête de participation avec des bénévoles qui s'organisent à l'année longue en vue de ce rendez-vous et que, exemple, si demain matin, pour une raison ou pour une autre, il n'y a plus de gouvernement, bien, qu'on soit encore capable de l'organiser puis capable de rassembler la nation. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose là, de pas simplement de poétique. Oui, c'est poétique, mais aussi de stratégique. Et même quand des gens organisent des Saint-Jean-Baptiste ou des fêtes nationales de façon totalement autonome, et sans que ce soit sous le chapeau du Mouvement national des Québécois, moi, je regarde ça, puis je suis admiratif. Hein? C'est comme un entraînement. On regarde nos muscles. On est capable d'en organiser des fêtes. On n'a pas besoin de personne pour le faire. Là. C'est nous autres, la nation. Donc, je ne voudrais pas que la fête nationale soit quelque chose de complètement bureaucratisé, aseptisé et sous assistance. Hein? C'est quelque chose de vivant. Alors que les gens l'apportent et que notre organisation aide à ce que les gens l'apportent, je pense que c'est important. C'est aussi important que, on peut le penser, ce soit en dehors du gouvernement pour des raisons politiques de non-instrumentalisation. À l'occasion, on pourrait penser que des gouvernements pourraient en faire un outil de marketing politique au profit de ces options. En même temps, les gens pourraient dire, oui, mais vous, du MNQ, vous avez quand même quelques options politiques assez fortes, puis il nous arrive de les faire valoir, mais je pense qu'on choisit bien nos effets. C'est-à-dire qu'on tient des discours patriotiques, là, mais on ne cherche pas à éloigner des gens de la fête, on cherche à être rassembleurs. Mais s'il y a des événements d'envergure, et je pense en particulier à la Fête nationale de 1990 quand je dis ça, alors que Robert Bourassa est au pouvoir, bien, c'était une bonne chose que ce soit la société civile qui organise la Fête nationale. Autrement, il n'y aurait pas eu le discours de Jean Duceppe, historique, et que je recommande à tous vos auditeurs d'aller retrouver sur YouTube. C'est la deuxième fois qu'on en parle. On a reçu Gilles Duceppe. Ben, il ne pouvait pas ne pas en parler. Puis bon, la thématique du défilé, c'était le retour du défilé en 1990, c'était le Mouton de Troie, qui est une autre fantastique allégorie poétique sur la situation politique du Québec. Hein? On fait semblant d'être des perdants, mais attention, c'est peut-être un piège. Il y avait quelque chose de fascinant là, mais ce genre de choses, ça ne peut pas être géré par des fonctionnaires. Là. Il ne me semble pas. En tout cas, pas... du moins, pas tant que notre œuvre n'est pas complète. Mais c'est intéressant ce que tu nommes, parce que c'est vrai, j'avais jamais allumé qu'en France et dans plusieurs pays comme ça, comme tu le soulignais aux États-Unis, c'est pas organisé par la société civile. Puis ici, au Québec, c'est organisé par la société civile. C'est vraiment très intéressant ce que tu nommes à ce niveau-là. Et je trouve que ça va... On a un petit... on a un regain. Vous dites, ça commence déjà à sentir bon, puis on est au début juin. Je ne sais pas si on aurait dit ça durant la pandémie, forcément pas, là, mais il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 9 ans. Bon, vous allez me dire qu'il y a 10 ans, vous n'étiez pas dans les rues en train de regarder si ça sentait bon pour des raisons politiques, là, mais je peux vous le dire, ça ne sent pas juste bon. Il y a une montée. Il y a un regain d'intérêt pour ces questions-là, la question de la nation. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, qui se positionnent ou qui sont dans un processus de positionnement qui n'est pas complété. Donc, quand le ciment n'est pas pris, là, c'est là que c'est intéressant de travailler, je trouve. Puis, on est là par rapport à des questions politiques importantes, puis des questions d'identité, de redéfinition de ce qu'est le collectif, puis de se retrouver une fois par année devant, des spectacles. Hein, on ne fait pas des feux d'artifice, des défilés militaires, on fait des spectacles. Hein, on met en scène nos artistes, c'est comme ça qu'on
qu'on célèbre, c'est pas banal non plus, mais qu'on crée ce rassemblement-là, puis que la nation elle-même soit mise en scène par sa participation, c'est des moments forts, là. Il faut l'incarner à un moment donné, le rassemblement, le monde ou l'équipe, comme l'euphémisme que j'aime utiliser à l'occasion. Oui, Ouais, tu l'as soulevé, là, la question politique. As-tu l'impression que la fête nationale du Québec ou la Saint-Jean-Baptiste est purement politique ou est très ancrée dans les questions politiques? C'est sûr que quand une nation, certains l'appellent la nation qui n'allait pas de soi, ou quand une nation est incertaine, quand elle n'est pas toujours reconnue, la fêter, la souligner, c'est forcément un peu politique. Alors, c'est moins politique au Canada en 2023 que, exemple, de faire un festival de chansons palestiniennes à Haïfa, en Israël. Pour prendre un exemple, c'est encore plus politique dans des endroits comme ça où c'est plus conflictuel. Ou de faire, je vais être encore plus dans la fiction et dans le niveau de dangerosité, là, organiser un festival de musique ukrainienne en Crimée en ce moment, là, ça va être politique, hein, même si c'est de la musique. Puis que, bon, Il y a des niveaux. Là. Il y a des niveaux. Ouais. Mais je veux dire, de façon inhérente, tant que ce n'est pas complètement réglé, banal, communément accepté, la nation québécoise, hein, agissant de façon souveraine sur son territoire, bien, de l'affirmer, de la mettre en scène, c'est par définition politique. Bon, après ça, je pense qu'il faut faire preuve de discernement, de réserve. Moi, c'est mon objectif que de plus en plus de gens, en dépit de leurs opinions politiques diverses, se sentent interpellés et très à l'aise de célébrer la fête nationale du Québec. Puis j'aurai peut-être l'occasion de poser des gestes là, pour qu'ils se sentent davantage interpellés dans l'avenir. Je vais te poser 2 questions avant de conclure ce bloc-là, puis on a d'autres choses après, là. Mais pour conclure ce bloc-là, j'ai 2 questions. Une question bonbon, puis une question moins bonbon. Moins bonbon. J'ai fait mon avocat du diable avec tous nos invités, fait que je vais me permettre de le faire avec toi. OK. Il y a des gens qui disent au Québec, puis partout ailleurs, qu'il n'y a pas de raison vraiment valable d'être fier de sa nation. Au fond, on ne l'a pas choisi, on ne choisit pas où on est. Fait que pourquoi qu'on serait fier aujourd'hui d'être Québécois puis de fêter la fête nationale du Québec? C'est pas la question bonbon, je te rassure. Oui. On pourrait ne pas être là. La réalité, c'est qu'à plusieurs moments au cours de notre histoire, on aurait pu disparaître. Alors, c'est peut-être le fruit du hasard si l'âme particulière de Ariane, je ne sais pas qui, s'est incarnée ici et tout ça, mais le fait qu'elle puisse s'incarner comme québécoise, c'est le travail de milliers de millions de personnes depuis 1603. Et il y a quelque chose de l'ordre même du miracle là-dedans, hein, d'avoir passé par-dessus toutes les épreuves qui se sont présentées à nous, et Dieu sait qu'il y en a eu, puis que ça aurait pu prendre des chemins étranges. Et même plus récemment, je comprends qu'une expression comme modèle québécois a été remplacée ces 10, 15, 20 dernières années par toutes sortes de motifs de honte et d'insatisfaction parce qu'ils traînent un papier dans le parc, ou bien il y a encore des gens qui sont handicapés dans la vie, ou je ne sais trop quelle question qu'on peut aborder. Hein? Il reste des problèmes dans la société. Mais la réalité, c'est que nous sommes, comme nation, un exemple de réussite qui n'allait pas de soi. Hein? On partait de loin et à travers la politique, notamment, à travers aussi le volontariat, l'organisation, je parlais des sociétés Saint-Jean-Baptiste tout à l'heure, on a pris en main notre destin et on ne s'est pas développé par l'action d'un tiers. Hein? On n'est pas des tomates dans un jardin. Là. On ne pousse pas parce qu'on met de l'engrais, puis qu'on nous a mis du fumier dessus, puis qu'on nous a planté. Non. On s'est développé nous-mêmes et on aspire à se développer encore davantage nous-mêmes. Et qu'on me présentera, d'ailleurs, il m'arrive de le faire, mais n'importe quelle problématique sur laquelle on peut mobiliser des statistiques, notre évolution est exemplaire. Et je ne veux pas dire par là qu'on est meilleur que tous les autres, là, mais je pense que d'autres populations auraient
beaucoup de plaisir et d'espoir à regarder notre parcours, à voir ce qu'on a réussi à faire avec les moyens qui étaient les nôtres, puis les probabilités de réussite qui étaient les nôtres. Pour vrai, je pense que le monde aurait intérêt à nous connaître davantage. Ils peuvent nous connaître en tant que province. Ils nous connaîtront peut-être sous un autre mode, éventuellement. La question bonbon, c'est une très bonne réponse. La question bonbon maintenant qui risque de plus te faire plaisir et qui va faire plaisir aux gens qui nous écoutent. La fête nationale approche, je le disais. Qu'est-ce qui s'en vient un peu partout au Québec? Là, aujourd'hui, tu me disais que tu étais à Victoriaville. Donc voilà, tu te promènes, je te vois sur les réseaux sociaux, tu es partout, tu fais des lancements. Dernièrement, c'était à Québec aussi. Avant ça, à Montréal. Qu'est-ce qui s'en vient au Québec, puis particulièrement à Montréal? Oui. Bien, je vais commencer par Victoriaville. Hein. Vincent Vallière va animer le spectacle, la scène régionale. On a des grands spectacles régionaux là, un peu partout. C'était l'objet de l'annonce aujourd'hui. J'étais à Québec avant-hier, je crois, oui, c'est ça, mercredi, où on a annoncé qu'Émile Bilodeau allait animer, faire des prestations, mais également animer le grand spectacle de Québec lors du spectacle sur les plaines le 23 au soir. Puis, Émile Bilodeau, on le connaît, hein, c'est un bon chanteur, il est très apprécié. Puis, il lui arrive d'en échapper une petite craque, une petite phrase de plus, puis d'ouvrir des parenthèses. Donc, à l'occasion, il peut être même plus divertissant que ce qu'il demande. Donc, des fois, ça vaut la peine d'aller voir le show parce que les imprévus, bon, ça fait partie de la surprise puis du divertissement. Le spectacle de Montréal est organisé par ce qui s'appelle le Comité de la Fête nationale. Le Comité de la Fête nationale est un comité de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui dispose d'un protocole distinct, des fonds du gouvernement pour organiser spécifiquement deux choses, le spectacle de Montréal et le traditionnel défilé qui est revenu maintenant que la pandémie est terminée. Donc, je profite. Moi, je vais être à Québec, au spectacle de Québec, mais j'invite tous les Montréalais à se présenter l'après-midi du 24 sur Sherbrooke pour assister au retour du défilé. Le spectacle le grand spectacle donc, de la Fête nationale aura lieu au parc Maisonneuve. Il y a une brochette d'artistes là, qui sont là. Donc, il faut retrouver sur le site de la Fête nationale du Québec les artistes là, pour avoir la liste complète. Mais c'est une annonce qui a été faite là, par le comité de la Fête nationale. J'y étais pas. Donc, je ne m'en souviens pas par cœur de tous ceux qui étaient présents pour la scène à Montréal. Bien, c'est très intéressant. On va mettre en fait le lien dans la barre de description de nos différentes plateformes. Oui, donc, les gens vont pouvoir retrouver les différentes programmations, peu importe ils sont où au Québec. En caractère qui apparaît sous la bannière. Ouais. Exactement. Puis, donc voilà, c'est ce qui conclurait notre entrevue. Mais juste avant, j'aurais une formule ça ou ça. Okay. C'est une formule qu'on aime beaucoup parce que ça a l'air que ça fait jaser. Fait que, voilà. Est-ce que tu te prêtes à l'exercice? Je te donne deux... Oui, OK. Je te donne deux choix. Pas d'explication, on répond juste de la manière. Pas de langue de bois non plus, forcément. Hein? Exactement. C'est bon. Lève-tôt ou couche-tard? Les deux. OK. Canadien de Montréal ou Nordique de Québec? Canadien de Montréal. Impact de Montréal ou Alouette de Montréal? Je suis plus Impact. OK. Ouais. Bière ou vin? Bière. Retour des Nordiques ou retour des Expos? Retour des Nordiques. Fête nationale à Montréal ou en région? God! Je suis obligé de dire région parce que c'est ce que je fais. Il y en a de plus en plus grosses, hein, d'ailleurs. Terrebonne, Laval, là, des foules immenses. Ouais. Mais je vous invite au défilé de Montréal. C'est important, le défilé sur Sherbrooke, le 24 en après-midi. Puis, lutte contre la corruption ou indépendance du Québec? Dans cet ordre. Voilà. Alliance des indépendantistes ou division des indépendantistes? Division. Dans l'autre ordre. Dans l'autre ordre. Puis, finalement, Québec-Pays avec un gouvernement de droite ou Québec-Province avec un gouvernement de gauche? Québec-Pays. Voilà. Ah ouais. Très bonne réponse. Pour ça, on va te donner un beau cadeau. Oh! Donc, je t'invite à le déballer. Ça vient de nos partenaires de la boutique 50% plus 1. Un nom bien choisi. Oui, exactement.
Donc, tu vas retrouver à l'intérieur différents objets. Ah, parce qu'il y en a plusieurs en plus. Oui, Alors, en plus d'être une entrevue, c'est une vidéo de unboxing. oui, c'est ça, exactement. Les personnes Donc, qui nous écoutent en audio. C'est un chandail à l'effigie d'une citation de Jacques Parizeau, « N'ayez pas peur ». Je te le donne particulièrement en plus parce que hier, c'était le 1er juin, anniversaire du décès de Jacques Parizeau. Donc, une célèbre phrase qui nous invite à ne pas avoir peur. Qui est gravé sur sa pierre tombale. Exactement. D'ailleurs, puis qui résume effectivement une partie de son œuvre. Je l'ai côtoyé un peu, forcément, étant le conjoint de Lisette Lapointe. Effectivement. Donc, ça, c'est un ouvre-bière. Ah, OK. Donc, voilà. On retrouve également une petite épinglette, un petit macaron. Ça nous va bien. Un petit macaron, puis un drapeau du Québec, un petit collant du Québec, parce que c'est le mois de juin. Il faut s'afficher en tout temps, mais particulièrement au mois de juin. Donc, voilà. Si vous voulez retrouver ces produits-là, vous pouvez aller sur la boutique de la boutique séparatiste 50% plus 1. Le lien plutôt va être dans la barre de description. Puis avec le code promo Génération Oui, tout en majuscule, vous allez obtenir un code promo. Donc voilà. On remercie finalement Louise Chabot. Oui, effectivement. Merci beaucoup pour nous permettre d'avoir eu cette enrichissante discussion. C'est super important. À chaque fois, on a la possibilité de pouvoir continuer nos balados, nos épisodes pour parler d'indépendance, justement grâce à ces partenariats. Exactement. Merci beaucoup à Louis Chabot. Donc, si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous. Puis sur ce, on se dit à la prochaine fois.